Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et j'allais dire je suis pasteur à Grenoble. Non, pas cette année, je suis en pause dans le ministère, Mais à Grenoble, tu es en pause à Grenoble. mais à Grenoble aussi, enfin en transition dans le ministère, on va dire comme ça. Et, euh, et du coup, tu es Lulu, Mathieu, Mathieu Giralt. voilà, Mathieu Giralt. Et on est ravis de vous retrouver. On n'était pas là, je sais pas si du coup il y a eu un trou de 1 ou 2 semaines. Ouais, même Euh, plus, je pense. Ah bon, plus? Ah mince. Ouais, je crois. Euh, bon, bah désolé. Voilà, on avait C'est la vie. voilà, on avait eu des déplacements pour le ministère. Euh, j'ai été malade. Alors, ceux qui ont suivi le webinaire euh, qu'on a fait là avec Memento Mori sur la résistance culturelle, ils l'ont vu, ils m'ont entendu. Il y a plusieurs qui m'ont manifesté, des amis qui m'ont manifesté des messages de compassion quand ils ont vu ma voix et le nombre de fois où je me tournais pour tousser. Voilà, ça a un peu duré, euh, mais on est de retour et ravi de pouvoir continuer, Matt, euh, à travailler ensemble sur cette fameuse notion, ce concept vraiment intéressant pour comprendre euh, le moi, comment on comprend le moi à notre époque, comment on voit le monde à partir de notre psychologie, qui est la question du moi moderne, du modern self. Et vous le savez, pour faire ce travail, on a lu, Matt et moi, le livre de Carl Truman, The Rise and the Triumph of the Modern Self. Mon accent est toujours aussi bon. Ouais, Euh, magnifique. ouais, ouais, je sais. Ce qui compte, c'est qu'il soit compris par les Français. En fait, c'est ça que je me dis. Tu vois, je m'adresse aux Français avant de m'adresser aux Anglais, aux anglophones. Et du coup, bah, on va continuer à travailler sur le sujet ensemble cette semaine. Ouais, et puis dans ce nouveau chapitre, donc là, on va regarder ensemble au chapitre 3. Euh, on va commencer une nouvelle partie du livre euh, qui parle du fondement de la révolution, révolution donc de l'identité dont parle Truman. Dans ce chapitre 3, il parle de Jean-Jacques Rousseau et de la manière dont il a posé un petit peu justement les fondements de ce dont on a parlé avec Taylor ou d'autres les Leaf, dernières fois. ouais. Mm, Euh, et notamment des confessions de Rousseau. Euh, les confessions, alors le genre des confessions, c'est pas quelque chose qui est propre à Rousseau. D'ailleurs, de manière assez intéressante, un petit peu plus loin dans le chapitre, Truman met en parallèle, il fait une espèce de diptyque justement entre les confessions de Rousseau et les confessions d'Augustin, et notamment sur deux incidents en particulier, on va en parler. C'est assez mm, intéressant de voir justement le, le pas qu'il y a eu mm, entre une compréhension classique mm. chrétienne de la morale et une compréhension moderne. On peut dire que Rousseau, c'est le début de la modernité, de la morale. Et justement, dans ses confessions, Rousseau, il va un petit peu s'examiner et puis il va poser les fondements de ce dont on parle depuis le début de cette série, c'est-à-dire le modern self qui est un moi psychologique. Mm. Euh, et donc, c'est en se regardant lui-même, c'est en faisant une espèce d'introspection dans C'est ses ça. confessions que Rousseau pose le fondement de ce qui est repris aujourd'hui, à savoir que ce qu'il est, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il est par sa vie psychologique intérieure. Mm. Euh, alors, je ne sais pas ce que comment tu veux introduire, sinon on rentre directement Ouais, dans le non, sujet. on peut rentrer directement dans le sujet, notamment, euh, finalement, on peut raconter brièvement comment Rousseau en est arrivé justement à réfléchir sur cette question
de comment la psychologie et la culture nous aident à comprendre ce que signifie qu'être un humain, finalement. Et donc, dans les confessions, qui sont un peu comme une espèce d'autobiographie, euh, il soulève quelque chose, Rousseau, c'est que la délimitation de l'histoire, l'histoire d'un moi, euh, par lui-même, doit avoir une orientation psychologique, car c'est là qu'on comprend qui est la véritable, qui on est vraiment, qui nous sommes vraiment. En gros, ce n'est pas la société qui nous dit qui nous sommes, mais c'est nous-mêmes qui disons qui nous sommes. Et en fait, ce qui a conduit Rousseau à raisonner ainsi, c'est vraiment ancré, et c'est, tu le disais, les confessions, c'est vraiment un genre particulier, c'est autobiographique, hein, il parle de sa vie. C'est comment, en fait, dans sa vie, plusieurs événements l'ont amené à raisonner, à développer ça. Alors, c'est pas un raisonnement philosophique dans l'abstrait, conceptuel qu'il fait. En fait, il se met en observateur de sa propre vie, Jean-Jacques Rousseau. Et ça me fait toujours marrer quand je me dis qu'en fait, son prénom, c'est Jean-Jacques. Euh, Nous, c'est Jean-Jacques Rousseau. Mais à l'époque, quand on le croisait, on disait Salut Jean-Jacques, tu vois, c'est Ouais. tout simple. Enfin bref, voilà. Pourquoi je dis ça, je sais pas. Euh, et donc, euh, et donc, il y a plusieurs événements qui l'ont frappé. Tout d'abord, dans son enfance, il y a un homme qui le raconte comme étant Monsieur Vera, qui le persuade, alors qu'il est gamin, de voler sur le marché des asperges pour lui. Donc, ce gars lui dit, vas-y, va me voler des asperges, il veut pas le faire. Et lui, en fait, le fait. Et en fait, ça fait résonner Rousseau sur le fait que bah, la corruption, elle est créée et déployée dans la société. Lui n'aurait jamais eu l'idée d'avoir ce comportement criminel, on pourrait dire, mais ce comportement est la conséquence d'une pression de la société que représente ce monsieur Vera et non d'une dépravation innée de l'homme. Lui tire de cette expérience-là, cette idée-là, hein, que l'homme n'est pas mauvais, mais que c'est la société qui le corrompt. Euh, et effectivement, c'est très intéressant quand on compare les confessions de Rousseau avec celles d'Augustin, hein, comme tu le disais. Ouais, c'est ça. C'est en particulier cet événement-là, parce que dans les confessions d'Augustin, euh, Augustin relate un événement qui est analogue. Lui, alors, c'est pas un vol d'asperges, c'est un vol de poires. Il raconte qu'il était avec ses amis et que c'est ses amis qui l'ont poussé à voler ses poires. Et lui, il dit, ben, ces poires, elles étaient ni particulièrement belles, ni particulièrement bonnes. Et puis, il reconnaît lui-même que seul, il ne les aurait pas volées. Et donc là, on voit un lien, on voit une espèce de miroir Mm, entre Rousseau, entre Rousseau et Augustin. Mais Augustin, il va plus loin, il dit que, euh, il dit que ce vol, c'est pas le résultat d'un désir qui serait bon, mais qui serait mal conduit, mais plutôt le désir du délit. Et mm, donc, c'est là où il y a une différence fondamentale entre Rousseau et Augustin, c'est que pour Rousseau, comme tu l'as dit, la nature humaine n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais elle est créée, elle est nourrie, alimentée par les conditions sociales. Ce sera un petit peu sa théorie sociale avec aussi la question du bon sauvage dont on va parler mm, plus tard. Euh, alors que pour Augustin, c'est sa nature qui est mauvaise. mm, Euh, et donc on voit aussi Augustin est en train de juste de s'insérer dans dans l'anthropologie biblique et notamment dans la martiologie, enfin, mm. la doctrine Doctrine du du péché. péché, la manière dont le péché nous corrompt, nous pollue. Et Rousseau, lui, s'écarte de ça pour rejeter la faute sur l'autre. Alors là, il y aurait aussi, ce serait intéressant de développer même le lien entre Genèse 3 et ce Oui, que c'est dit ça. Rousseau, mais Mm, où on a encore une fois c'est comme dans les films de science-fiction, le problème est ailleurs et la solution est en moi. Alors que ouais, la Bible, elle dit le problème est en toi et la solution est ailleurs. ouais.
C'est ça. Là où Augustin va dire, en fait, il y a la corruption du monde, comme le dit, en fait, c'est ce que dit Jean-Jacques Rousseau. Quand il parle de la société corrompue, il reconnaît l'influence du monde, hein, au sens biblique du terme, à travers la société. Nous, on va y rajouter qu'il y a aussi l'influence de Satan. Mais ce que Jean-Jacques Rousseau rejette, c'est la C'est la corruption en chair. fait du péché. C'est la Ouais. chair, c'est le péché en nous qui nous pousse à faire le mal. Et en fait, c'est pas juste une virgule, c'est pas juste un détail. Ça va complètement changer ta compréhension de l'homme et de la société. Parce que du coup, en fait, tu crées ça rejoint ce que tu dis, tu crées en fait que l'idée que l'homme est bon, mais que c'est la société qui va aliéner l'individu et l'homme le plus finalement authentique est celui qui n'est pas corrompu par la société et qui peut vivre selon ses convictions, quoi. Et c'est ça. Alors, on verra tout à l'heure aussi, mais une des conséquences premières, une des implications premières, c'est que euh, pour promouvoir la bonté, la bonté humaine et la bonté dans la société, une espèce de shalom humaniste, le rôle de la société serait justement de permettre à chacun d'être plus soi-même, d'être plus authentique dans cette vision du monde. Ce serait le seul moyen par lequel le monde, c'est une eschatologie en fait. Pour que le monde aille mieux, il faut que je sois vraiment moi. Mm. Euh, ouais, et donc, il relate un autre événement, Rousseau, enfin, Truman souligne un autre événement de la vie de Rousseau qui vient là-dedans. Confirmer ça, c'est quand Rousseau est à Venise et qu'il rencontre une prostituée, Giulietta. Il a impressionné Rousseau par le charme et la beauté de cette femme. Et il est impressionné aussi par le fait que, bah, en fait, il peut l'acheter et qu'elle soit à sa disposition pour faire ce qu'elle veut. Et puis, dans l'intimité de sa relation avec cette prostituée, il remarque qu'elle a une malformation à la poitrine. Et à ses yeux, il dit qu'elle passe d'une espèce de déesse à un monstre. Et en fait, il en déduit que les gens ne sont pas des monstres par nature, mais en vertu de leurs conditions sociales. Et c'est l'imagination qu'on a d'eux qui les mystifie et donc cache les vraies causes les vraies causes de corruption, quoi. C'est l'institution sociale, en gros, qui va créer la corruption et la méchanceté au point que cela aura d'énormes répercussions pour lui sur la réflexion ultérieure sur la société, l'éthique et l'individu. En gros, cette femme, euh, c'est le regard qu'on pouvait avoir sur elle qui l'a conduit à se conduire, enfin, qui l'a conduit finalement à la prostitution. Mais tant qu'on ne connaît pas ce qu'elle est vraiment dans son intimité, qu'on ne voit pas cette malformation, en fait, on ne se rend pas compte de tout ça. Hmm. Euh, bref. Et, euh, et donc, ouais, il développe aussi toute la question justement, du rôle de la société à cet égard et notamment de l'éducation. Ouais. Alors moi, j'ai pas particulièrement relevé le troisième moment clé. Est-ce que tu veux en parler ou on parle de l'état de nature primitif? Non, je ne l'ai pas relevé non plus. Ok, Euh, excellent. ouais. Moi, j'avais Mais surtout relevé le diptyque entre le ouais, vol d'asperges et le vol de ouais. poire. Ouais, C'est le plus parlant pour moi. ouais. Après, Mais ce que Truman développe, tu voulais rajouter un truc, Raph? ouais, c'est juste le commentaire que fait Truman là-dessus. Mais vas-y, je rebondirai sur toi. Ok. Pas, Euh, métaphoriquement, hein, si tu m'as compris. En plus, je bien peux pas le sûr, faire bien parce qu'on n'est pas sûr. dans la même pièce, donc Ouais, ça ouais, serait et puis ça compliqué. ferait vraiment mal. Je suis pas sûr que tu rebondirais, Ouais, ça ferait d'ailleurs. vraiment mal. Ouais. Ouais. Bon, en même temps, on n'a pas essayé, hein. Est-ce qu'on peut. Bon, bref, alors vas-y, dis. Ensuite, euh, Truman va développer
ce que Rousseau appelle l'état naturel, euh, et montrer comment, pour Rousseau, l'état naturel permet aux humains d'exprimer leurs vertus naturelles. Mm. Donc, faut bien comprendre hein, l'antithèse chez Rousseau que l'état naturel permet aux humains d'exprimer leurs vertus naturelles, mais que dans la société, l'homme est conduit par la société à la corruption. C'est exactement un peu l'exemple du vol d'asperge. La motivation de Rousseau, c'était le désir, le bon désir d'aider. Le désir est bon, mais les moyens sont mauvais. Mm. Et il dit en fait, voilà, c'est pas moi, c'est l'autre qui m'a poussé. Et c'est très pervers parce que Rousseau dit en gros que euh, son bon désir d'aider a été utilisé à des fins mauvaises. Et donc Mm. c'est encore pire que juste la société me corrompt. C'est la société me corrompt d'une manière perverse en ce qu'elle transforme mes vertus en vices. C'est ça. Euh, et donc euh, Rousseau va développer cette idée de d'état naturel. euh, et le, ce que dit Truman, c'est que ici, Rousseau, il n'est pas en train de. Il n'a pas une vision historique, c'est-à-dire il n'est pas en train de se. Il n'a pas regardé. C'est comment s'appelle le film de Jean-Jacques Hano, là, le truc du feu? La guerre du feu? Non. Ah oui, oui, je crois que c'est la guerre. Non, la guerre du feu. Non, ouais, peut-être, Non. c'est ça. La Non, c'est pas guerre ça. des boutons, mais c'est pas la guerre du feu. Tu vois, ça me fait dire que quand tu vas L'âge avoir de une pierre. illustration, il faut Ouais, avoir. faut Enfin bref, savoir. faut vraiment connaître Ouais, la rêve, tu les vois. mecs, voilà, qui sont autour d'un feu assis par terre, quoi. Ouais, Exactement. c'est ça. En fait, Rousseau, il n'est pas en train de se demander C'est pas un comment étaient nos anthropologue. ancêtres C'est ça. préhistoriques, etc. Il est en train de développer un cadre théorique. Il établit un modèle théorique qui nous permet de distinguer entre nature et culture. Mm. Euh, et Roman commente, il dit, nous pourrions dire que Rousseau soutient à un niveau fondamental que c'est la société, les relations et conditions qu'elle incarne qui façonnent de manière décisive et, dans la description ci-dessus, corrompent de manière décisive les individus. Et donc, il parle du sauvage, de cet être naturel primitif, comme étant celui qui se rapprocherait le plus d'un être authentique, c'est-à-dire un être qui n'est pas encore spoilé, qui n'est pas encore corrompu, pollué par la société. Et Truman, Mm. alors une citation un peu plus longue, mais ça nous permet de bien comprendre, il dit l'expression authentique de soi. Donc là, on retrouve un thème hein, qu'on développe depuis le début. L'expression authentique de soi, telle qu'elle est possible pour l'hypothétique sauvage, non encombrée par les attentes de la culture, est donc impossible pour celui qui est né dans une société civilisée. Pourquoi? Parce que cette société n'autorisera pas un tel comportement et est susceptible en fait de le punir. Mm. L'être humain authentique est considéré avec mépris par la société cultivée, peut-être même comme un criminel. Pour être membre de cette société, il faut donc réprimer ses désirs et instincts personnels et naturels pour se conformer au canon de comportement socialement normatif. Ce faisant, on devient inauthentique, non fidèle à son moi intérieur et réel. Pour reprendre l'expression moderne, on finit par vivre dans le mensonge. Et en fait, on retrouve tellement dans ce commentaire de Truman sur Rousseau, tellement de choses qui font écho euh, à des choses qui sont caractéristiques de l'hypermodernité Mm. et en fait qui sont là en germe dans la modernité. On retrouve cette espèce de posture aussi de la victime, cette posture aussi de la lutte qui n'est pas une lutte des classes, Mm. mais une lutte des, des théories, une lutte de vision du monde. Euh, et on voit aussi le combat que doivent mener, un peu comme des révolutionnaires, les êtres humains authentiques contre une société qui les réprime. Ça. Et là, si on n'entend pas si on n'entend pas le commentaire de notre société actuelle, Ah oui, on n'entend rien, quoi. c'est clair. Puis ce que tu as de fort avec cette pensée de Rousseau, justement, sur le rôle
de la société, c'est que alors que la société était comprise et la société avec, on va dire, les sciences, avec même le domaine des arts, l'éducation, les institutions sont là pour finalement te forger et te contraindre. C'est elles qui te disent comment tu dois te comporter et qu'est-ce qui est socialement acceptable, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste comme comportement. Rousseau voit le danger du contraire, en fait. Pour lui, en fait, la société va favoriser en fait l'hypocrisie et la méchanceté parce qu'elles vont créer finalement un besoin d'appartenance, de conformité. Elles vont exiger ça des individus pour qu'ils soient socialement acceptés, mais qui les empêchent d'être eux-mêmes, d'être authentiques et de vivre, d'avoir un regard sur eux et de vivre selon ce regard sur eux en étant libres des attentes de la société. Et là où on voyait les institutions comme étant là, comme pour favoriser la formation de l'individu, lui va les voir comme étant des institutions qui empêchent l'individu d'être ce qu'il est et comprend le rôle donc des institutions et de la société comme étant en fait normalement au service du développement, du bien-être psychologique de l'individu. Je ne sais pas si tu as noté la distinction qu'il fait entre les deux amours, Oui, ouais, ouais, il Rousseau. distingue Ouais, ça, c'est l'amour très de intéressant. soi et l'amour propre. Il parle de l'amour de soi comme quelque chose que l'être humain possède dans l'état de nature. C'est un désir de préservation. Donc c'est quelque chose de bon Mm, pour Rousseau. Et l'amour-propre, il le définit comme euh, quelque chose qui naît des rivalités, quelque chose qui naît quand on se compare aux autres. Et donc, on pourrait le rapprocher de l'orgueil. mm, Et il dit, dans la société, les inégalités sont justement le fruit de l'amour-propre. Parce que chacun veut ce qu'il y a de mieux pour lui. mm, Et donc, en se regardant aux autres, euh, on veut plus que les autres. Et c'est ça. il développe, il dit, tous ces aspects problématiques du comportement humain ne sont pas le résultat d'une perversion innée qui corromprait les hommes et les femmes dès la naissance, donc contre Augustin et contre l'anthropologie biblique après la chute, mais plutôt celui de l'existence dans un environnement social avec d'autres. Mm, Ce sont les exigences étrangères de cet environnement, être meilleur que cette autre personne, être plus beau qu'elle, qui corrompent les individus et les éloignent de ce qu'ils sont vraiment. Et donc, euh, limite, Rousseau est dit, euh, à l'état naturel, on voudrait ce qu'il y a de mieux pour l'autre, euh, mais dans la société, on veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Et c'est c'est ça. ce qui va expliquer euh, qu'on est des gros bâtards, si je paraphrase. Ouais, et Rousseau, en plus d'établir je lis ce que dit Truman dessus, il dit Rousseau, en plus d'établir un contraste entre l'innocence de l'état naturel et la corruption de la société, enracine sa compréhension de l'éthique dans le sentiment personnel. C'est Ouais, l'empathie qui façonne l'amour de soi, donc le premier amour, hein, celui qui est bon, d'une manière qui rend les êtres humains moraux. Les actions éthiques humaines naissent donc d'un sentiment psychologique. C'est le fait que nous soyons naturellement empathiques qui nous rend moraux. Et qu'à la base, donc, nous avons cet amour de soi, hein, ce sentiment d'autoconservation où on s'aime tel qu'on est. En fait, on aime son corps, on aime qui on est, quoi. Et qu'en fait, il faut retrouver cet amour-là, arriver à se dépouiller de cet amour-propre qui nous contraint, qui nous pousse à faire le mal notamment dans la société aussi. Et finalement, c'est les fondements de l'humanisme euh, qui et d'un humanisme déiste, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, Rousseau n'était pas un athée, c'était un déiste, hein, comme la plupart des Lumières. Et lui dit qu'on n'a pas besoin finalement de la transcendance pour être bon. On n'a pas besoin que Dieu nous révèle
finalement sa loi, qu'un Dieu nous révèle sa loi. Pour être bon, le bon, nous l'avons en nous-mêmes. Et donc, la clé de l'éthique pour lui est donc la capacité de compatir avec les autres et de faire ce que l'on voudrait qu'ils nous fassent. Et donc, la personne vertueuse, c'est celle qui, d'instinct, euh, c'est-à-dire par défaut, à cause de ce qu'elle est fondamentalement, va comprendre et aimer son prochain. Ouais, c'est ça. Et pas Et c'est là celui où, qui agit selon la volonté de Dieu. En fait, il psychologise l'éthique. Il la rend pas comme l'obéissance avant tout au commandement de Dieu, mais comme l'obéissance à un sentiment qu'on a au plus profond de nous-mêmes, d'amour des autres, et qui vient de nous-mêmes, en fait. ouais, alors on pourrait retrouver des chevauchements entre la pensée de Rousseau et la pensée chrétienne, et notamment dans la question de la conscience, parce que euh, i- ici, et Truman le note bien, faut faire attention de ne pas aller trop loin, dans le sens où Rousseau ne parle pas d'un relativisme moral Mm, absolu, dans le sens où Rousseau n'est pas en train de dire que chaque homme est en train de définir pour lui ce qui est bon. mm, Il est en train de dire que tous les hommes, parce qu'ils possèdent une conscience, par exemple, sont doués d'empathie, et que cette empathie naturelle prouve et fait de nous des êtres moraux. Donc il y a quand même quelque chose d'universel chez Rousseau. C'est pas encore un relativisme moral individuel, mais c'est un humanisme dans le sens où c'est un, ici, il ne considère pas que la conscience est souillée et mauvaise. Et c'est là où, tu vois, si on fait le parallèle avec Calvin, qui parle beaucoup de la conscience, euh, lui, euh, il- Calvin reconnaît donc la conscience qu'il appelle la semence, une semence morale, tu vois, mm, une semence de justice. Il reconnaît elle est implantée par Dieu. Donc il y a les deux parties, hein, le sens de la divinité ou la semence de la religion, et puis la conscience, la semence de la justice, le sens de la divinité qui fait qu'on est des êtres qui ont besoin d'adorer, et le sens de la justice, la conscience, qui nous permet, lorsqu'elle fonctionne bien, de discerner entre le bien et le mal. Mais après la chute, elle est tellement corrompue qu'elle nous déréglé, quoi. permet de distinguer à grand-peine et comme à travers un brouillard, dit Calvin, ce qui est bon. Mais à la fin, Calvin il conclut, c'est quoi le rôle de la conscience après la chute dans l'homme? C'est de le condamner en fait. Mm. C'est de le condamner. Et Pas donc de il y le a quand même, justifier. voilà, Pas c'est de- ça, un grand écart entre Rousseau qui utilise la conscience que tous les hommes ont pour justifier une espèce de morale naturelle, et au contraire, la vision chrétienne, telle que Calvin la résume en disant que bah, la conscience, elle nous accuse, quoi. Mm, Et c'est ce que dit Paul en Romains 2. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas la loi, la révélation, ils ont la loi morale inscrite en eux qui les accuse, quoi. mm. Et donc là, on a vraiment le grand écart entre la vision du monde chrétienne et la vision rousseauiste. Pour Rousseau, l'homme est à son meilleur quand il agit selon sa nature. Pour la Bible, le pire, Mm. c'est de laisser l'homme agir selon sa nature. C'est Dire ça. la seule chose qui fait que on n'est pas des enfoirés finis, c'est la grâce de Dieu. Enfin, il n'y a que la Ouais, grâce de c'est Dieu ça. qui restreint le péché en nous, quoi. Exactement. D'être livré à toi-même, c'est la pire chose. Si Dieu te livre à tes désirs et tes passions, c'est un jugement. C'est terrible, quoi. C'est la pire Et chose qui puis, puisse arriver. et justement, c'est intéressant que tu utilises ce vocabulaire d'esclavage et de liberté parce que euh, pour Rousseau, la vraie liberté, c'est pas une liberté qui est garantie par
forme de gouvernement ou une liberté qui est civile, sociale, mais c'est une liberté qui est individuelle et propre. Celui qui est libre, c'est celui qui est authentique. Celui qui est libre, c'est celui qui est libre d'être lui-même. Mm, Celui qui est pas modelé, formé, façonné par la société. Celui qui rentre dans le moule de la société, il est un esclave. Mais pour Rousseau, c'est celui qui suit sa voie intérieure, celui qui est vraiment son soi authentique, qui est vraiment libre. Et mm, donc, on a une espèce de théorie de la libération, et on le voit, hein, toute la révolution culturelle, la libération de la femme, la libération sexuelle, etc. C'est ce vocabulaire-là. C'est qu'on doit se libérer de carcans et d'une société qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes et donc vraiment libres. mm, mm. Et je pense que ce que tu dis est important. Il faut distinguer l'humanisme de Rousseau, de l'humanisme qu'on va appeler exclusif, c'est le terme de Taylor pour évoquer l'humanisme moderne. Souvent, les gens projettent sur les Lumières l'idée que c'était des athées, mais je le disais brièvement, ce n'étaient pas des athées. Pour la plupart d'entre eux, c'était des déistes. Mm. Et juste la différence entre le théisme et le déisme, le théisme, c'est vraiment l'idée que la foi découle de la révélation d'un Dieu personnel. C'est Dieu qui se révèle dans la création et qui révèle qui il est, Et on peut le euh, connaître. et on peut le connaître. Ce Dieu, il est personnel et donc incarné en Jésus-Christ. Les Lumières, elles, promouvaient l'idée d'un Dieu créateur, mais donc, qui a établi des lois naturelles, et notamment des lois humaines, anthropologiques. Ils croyaient en un universalisme que tous les hommes partageaient, une morale qui était partagée, mais qui n'impliquait pas le besoin d'être en relation avec ce Dieu, et que d'ailleurs ce Dieu, on ne pouvait pas elle contester la notion de révélation spécifique, spéciale de Dieu à travers les Écritures. Et elle croyait plutôt à une forme de religion naturelle, universelle, basée sur la raison et l'observation de l'univers, plutôt que sur une révélation spécifique du Dieu de la Bible. Et l'idée que cette religion naturelle pouvait amener un socle suffisamment solide de croyances de base pour comprendre le monde, comprendre la morale, comprendre le bien, etc. Et c'est là où après, bah, finalement, ça a semé, et je pense que Rousseau n'aurait jamais imaginé que derrière cette idée que, en fait, nous avons donc, à cause de cette loi euh, universelle de religion naturelle, nous avons tous en nous le bien qui est inscrit. Et donc, nous pouvons, en suivant pas non pas notre amour propre construit par la société, mais l'amour de nous-mêmes, finalement, qui est empathique par défaut, on peut finalement développer le bien dans la société. Et ce que notre objectif doit être donc d'être authentique. Il ne se rendait, je pense, pas compte qu'il en arrivait à dire que l'éthique n'était pas, enfin, l'éthique n'était pas révélée, mais elle était en nous. Elle était plus transcendante, elle était immanente. Alors que, voilà, alors que je ne vais pas revenir sur ce que tu disais par rapport à l'effet du péché sur l'immanence, mais il n'imaginait pas que ça pourrait conduire à aujourd'hui où chacun dit, chacun sa morale, il n'y a pas de bien qui existe, il n'y a pas de bien, tout ça, voilà. Et souvent, en fait, on oublie que cette période des Lumières était une période complexe où l'homme essayait les Lumières essayaient d'inventer un nouveau logiciel pour comprendre la morale, comprendre les absolus théologiques finalement. Ouais. Euh, ouais. Rousseau, il développe après, pardon, Truman développe après les implications. Oui, c'est ça. Et c'est là où c'est le plus intéressant finalement. C'est ça. Euh, Avec des idées assez intéressantes et même étonnantes. Alors, la première, on en a parlé et tu viens juste de l'évoquer. Rousseau aurait pas pu s'attendre à ce que l'idéologie trans reprenne finalement
ou se construit sur les Ouais, puis fondements. s'asseoir là-dessus, C'est ça. utiliser ça, tirer la fil de cette logique-là jusqu'à un truc qui te dit que même ton corps ne dit pas qui tu es, il n'y a que ta psychologie qui te dit qui tu es. À l'époque des Lumières, ça aurait été complètement dingue. Voilà, c'est ça. Hmm. Euh, mais on est arrivé là. On est On en arrivé est, là, c'est-à-dire on en est arrivé euh, à un tel point que ce qui faisait, euh, ce qui faisait foi et ce qui était l'autorité jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, c'était la science. Et dire, pour un athée, pour quelqu'un qui refusait un cadre transcendant, euh, le plus haut degré d'autorité, c'était la science. Et c'était même euh, la science qui pouvait déterminer la morale. Euh, alors, il n'y a pas que la science, il y a aussi l'idée du progrès. Souvent, ce qui est bien, c'est ce qui est possible, ou en c'est tout ça. cas, ça le devient. Hmm. Euh, mais là, on arrive à un moment donné où même la biologie, même la science, en fait, n'est plus le plus haut degré d'autorité, puisque le plus haut degré d'autorité, c'est notre voix intérieure. Et c'est ça qui constitue notre identité véritable. Hmm. Euh, Ça, c'est le premier point, on en a déjà parlé. Le deuxième point, c'était la société ou la culture qui est le problème. Et donc, c'est elle qui a blâmé pour les problèmes des individus. Euh, on voit l'attitude aussi de méfiance pour les structures, et notamment, encore une fois, les Hmm. structures d'autorité. C'est que, C'est de ça. fait, une structure d'autorité, une structure oppressive. Et c'est ça, Euh, coercitive, qui t'empêche d'être vraiment toi-même, qui t'empêche d'être authentique. c'est ça, la Hmm. société, ou même les institutions, qu'elles soient politiques ou culturelles, sont vues, si leur fin n'est pas de justement promouvoir ou permettre l'expression de soi la plus authentique et la plus directe et sans filtre possible, elles sont vues comme des structures oppressives qu'il faut non seulement, dont il faut non seulement se défaire, qu'il faut non seulement dénoncer, mais aussi abattre. Hmm. Et en fait, il y a vraiment une espèce de guerre culturelle qui est menée contre la société en général et en particulier contre les institutions Hmm. qui ne vont pas dans ce sens-là, quoi. C'est ça. Et c'est là où on verra la puissance de Marx, en fait, qui aussi va être une des briques qui va permettre de construire tout ça. Mais c'est vrai que le seul rôle vertueux à partir de là, en fait, le germe qu'apporte Rousseau, c'est que le rôle vertueux de la société est de nous conformer à notre psychologie, de nous permettre d'être authentiques. Et si la société ne me permet pas d'être moi-même, mais qu'au contraire, Authentique, elle va tu veux dire. authentique, exactement, elle me permet pas d'être, au contraire, elle va me pousser à nourrir mon amour-propre, eh bien, en fait, elle se trompe. Et la société doit me comprendre, m'accepter, car la liberté du moi à s'autodéterminer selon ses sentiments est toujours ce qui est bon et ce qui est juste. Et en fait, c'est finalement Rousseau a jeté les bases de ce qui pourrait permettre à d'autres derrière de finalement complètement psychologiser la morale. La morale n'est plus une réalité extérieure à laquelle nous devons nous soumettre. C'est Dieu qui révèle ce qui est. Comment on sait qu'une chose est bien et qu'elle est mal? Ben, parce que Dieu le dit. Ce qui est bien, c'est ce que Dieu dit qui est bien. Ce qui est mal, c'est ce que Dieu dit qui est mal. Mais la morale va être ce qui sort de notre cœur. Et donc, du coup, ça amène dans notre société cette tolérance ultime, suprême, c'est celle de la tolérance, car derrière, ça veut dire qu'on laisse l'autre libre de fixer pour lui-même ce qui est bon pour lui ou pour elle, quoi. Ouais. Euh, Bon, on en reparlera, je pense, tout au long Oui, 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 oui. C'est ce qu'on appelle de la série. l'individualisme expressif, quoi. Laisser l'individu exprimer ce qui est bon pour lui
et être ce qui est bon, enfin, laisse lui-même dire ce qui est bon pour lui, quoi. Euh, Un autre point que mais j'ai beaucoup aimé, ouais, vas-y. dis, Raph, Je, je, je fais un pas de côté euh, euh, pour mettre un crochet. pour mettre un crochet au foie. Euh, Samuel Paty. Pour te dire quel est le lien avec Samuel Paty. Quel est le Je lien me... avec Samuel Paty? Eh ben, je vais te répondre, Matt. Euh, il y a un livre qui a été écrit par David Dinota, qui a écrit un livre qui s'appelle J'ai tiré sur un chien de l'enfer. Cette phrase terrible a été prononcée par le gars qui a tiré, le Tchétchène, là, le jeune qui avait tiré sur c'est Samuel Paty avant de se faire descendre par les flics. Et en fait, dans son livre, il révèle que il retrace en fait comment ça se fait, à quel point il y a eu un manquement de l'éducation nationale pour protéger ce prof qui était menacé de mort. Et la menace de mort tournait sur les réseaux sociaux depuis un moment. Et au moment où son enquête révèle qu'au moment où il faisait l'objet de menaces de mort, l'éducation nationale lui faisait le reproche que ses élèves avaient été offensés et qu'il avait mal géré sa classe et que donc il était coupable et responsable de ce qui lui arrivait, quoi, quelque part. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il n'a pas été baqué. Alors, le comble révélera que, et ça c'est ce qui est horrible, c'est que les élèves qui l'ont accusé et qui ont dit qu'il avait été offensé par ce qu'il avait fait n'étaient même pas présents. Donc ça, c'est Ouais, c'est ça. le comble du truc. Mais on voit qu'avec cette notion de psychologisation de la morale et de l'importance d'être authentique, en fait, la liberté de critiquer même la religion doit s'effacer devant le potentiel d'offense psychologique que ça représente pour l'autre. Donc on voit en fait l'idéologie poindre derrière la non-réaction de l'éducation nationale. Tu vois, dans ce cas-là, dans ce Bien qui s'était sûr. passé, quoi. Et en fait, ça démonte un immense, et là je reviens sur Truman, sur ce qu'il dit, c'est que ça représente un défi sérieux pour l'un des fondements de la démocratie libérale, la liberté d'expression. Une fois que le préjudice et l'oppression sont considérés comme des catégories essentiellement psychologiques, la liberté d'expression devient une partie du problème et non la solution, car les mots deviennent des armes potentielles. Alors que dans la quête de rechercher la liberté, on doit avoir la liberté de dire des choses qui vont peut-être offenser de l'autre quand on recherche la vérité et à l'autre de ne pas être d'accord. Mais si l'autre, quand il dit quelque chose qui ne te convient pas, ça te choque et que tu dis tu n'as pas le droit de me choquer, alors de facto, tu interdis la quête de la liberté. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et en fait, tu crées une société qui est juste invivable, où tu vas créer du communautarisme, où chaque communauté va se replier sur elle-même, etc., etc. Enfin bref, c'est infernal. Ouais, c'est le glissement euh, entre des lois qui encadrent les propos de manière objective. Mm. C'est-à-dire, ben, il y a des choses qui sont punies par la loi, la diffamation, la Mm. calomnie, etc. Euh, on glisse à la phobie qu'on dégaine à tout va, le discours transphobe ou je sais pas quoi phobe, C'est ça. qui en fait se base juste sur le, 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 le- la, la preuve de la charge repose sur l'accusé, qui est aussi comment on appelle ça? Prosécuteur, comment ça s'appelle ça? Celui qui est Le procureur, procureur. le prosécuteur, t'as dit? Je crois que c'est en anglais que c'est comme ça. Le procureur, enfin, je veux dire, il Ouais, est à la fois la victime, celui qui accuse et le juge. c'est ça. Euh, et donc, en fait, il y a plus rien d'externe. Euh, et c'est la mécanique de la cancel culture dont on a parlé. On a parlé Ouais, aussi ouin de ouin. la mécanique de l'offense dans Génération Ouin. On mettra Ouais, le lien de l'épisode. Mais c'est exactement ça. Une c'est autre ça. idée que développe Truman, que je trouve hyper intéressante, c'est le lien qu'il fait entre l'idée d'un état d'innocence et un culte de l'enfance et de la jeunesse. Euh, et il dit, ben, euh, penser que le soi authentique, c'est un soi qui n'a pas été corrompu par la société, euh,
c'est affirmer que, euh, que c'est la jeunesse qui sait, que la sagesse a été, la sagesse qui est souvent associée à l'âge, est remplacée par l'illuminisme de la jeunesse, il dit, Mm. et que finalement les anciens sont considérés comme dépassés. Il emploie cette expression que je trouve intéressante, qu'on entend souvent, le mauvais côté de l'histoire. Mm. Et tu vois, il y a eu ce... On a parlé de Death Work là une fois dernière, les Death Work comme étant des produits culturels Mm. qui euh, moquent par Mm. leur ironie, par leur sarcasme, qui moquent des fondements moraux de la société. Et un des death work de ces dernières années, je trouve, c'est l'expression OK boomer. Tu vois Mm. ce truc? C'est une expression qui était Excellent. utilisée par des jeunes jusqu'à... Certains se sont appropriés jusqu'à ce que je considérais plus comme jeune, mais enfin, toujours est-il que une expression qui est utilisée par un jeune vers souvent un baby boomer, quoi, donc Mm. un retraité et au-delà aujourd'hui, pour balayer d'un revers de la main, de manière sarcastique, tout ce qui vient d'être dit. Le euh, OK boomer, c'était un, un substitut pour dire OK, vas-y, c'est bon, t'as parlé, laisse tomber, t'as rien compris. Mm. Maintenant, je vais t'expliquer la vie. Ouais, c'est Et j'en ça. ai rien à faire de ce que tu me Et dis. puis, et tu fais partie de la génération qui a tout pété, donc tu n'as aucun C'est ça. crédit. Cette idée du péché des pères, quoi. Enfin, tu étais associé, vu que tu fais partie de cette. C'est essentialiser la personne en l'associant à cette génération-là et la rendant responsable de tous les maux, et donc elle n'a aucun crédit pour parler, quoi. Et là, on revient à une espèce de progressisme ou de futurisme générationnel. Mm. Là où avant, justement, on faisait reposer le progrès euh, sur les avancements, que ce soit les avancements techniques, technologiques, les Ouais, découvertes, etc. Là, on fait reposer le progrès sur la nouveauté. Et ouais. donc, en fait, celui qui a raison, c'est celui qui est nouveau. C'est C'est le celui dernier qui qui parle. a... C'est le dernier qui parle, c'est celui qui invente un truc. C'est celui Et qui on le dit, voit, c'est celui qui dit on- qui est. ouais, et on le voit dans la... En fait, on le voit partout. On le Mm. voit même dans l'Église. C'est-à-dire que on en parlait, je crois, la fois dernière peut-être. On parlait du déni de l'histoire aussi. Mais je veux dire, on est tellement imprégné par cette idée que on n'a pas compris et qu'il faut encore découvrir et que forcément, il y a un mec qui va sortir du chapeau un truc qu'on n'a jamais encore compris après, et on le voit dans l'Église, après 2000 ans d'histoire de l'Église, après, après des siècles de sagesse biblique, mais aussi de Et c'est ça. philosophie et de tout ce qui a été produit en fait sur la Ouais, vie, et, etc. Et le et des fait, siècles d'erreurs aussi et d'égarements qui ont démontré c'est ça. les dérives. Et puis le fait que rien n'a changé en fait. C'est ça. L'être humain n'a pas changé en fait. Ouais, ouais. Euh, et ben on arrive quand même dans notre orgueil à penser que non, notre Mm. génération, on va comprendre ce que les anciens n'ont pas compris, et en particulier ceux qui nous précèdent. Et en fait, c'est une espèce d'espèce de crise du gamin de 4 ans qui dit non, t'as pas compris, moi je sais mieux, tu vois. Et toi, t'es là, mais en fait, t'es un gamin de 4 ans. Et sauf que là, on est dans une société de gamins de 4 ans. C'est ça. Tu te tais et tu écoutes. Tu te calmes. Tu te calmes, tu t'assois et tu la fermes. Et maintenant, je vais te parler. Non, mais bien sûr, tu as raison, c'est terrible. Et encore, voilà, rien de nouveau sous le soleil, hein. Confère notre cher ami l'Ecclésiaste. Et c'est euh, et c'est terrible. Mais cette idée de progressisme, ça serait intéressant un jour qu'on fasse un épisode sur le progressisme, en particulier cette idée du progrès qui est en lien avec une des théories de la sécularisation, avec ce discours qu'on ne va que vers le mieux ce discours de la maturité et que finalement s'affranchir et penser différemment et s'affranchir. Alors, il y a le progressisme dans son sens technologique, lié à l'idée que l'humanité va aller de progrès en progrès,
Et cette idée que, en fait, plus la religion perd de son influence, plus en fait le progrès se développe. Et ça, ça a été théorisé, et c'est et c'est un des grands récits qui est fait sur la question de la perte de l'influence de la religion dans notre société, qui je pense est un récit qui n'a pas de fondement assez solide historique pour être étayé et affirmé, que ça s'explique différemment. Mais derrière cette idée de progressisme, euh, on retrouve sur le versant psychologique l'idée qu'effectivement on comprend mieux que la génération qui nous a passé, parce que on progresse dans notre compréhension des choses. Et donc, si aujourd'hui on croit en l'idéologie trans, quand tu es dans cette logique de progressisme, eh ben en fait, c'est parce que avant ils n'étaient pas assez intelligents, ou pas assez matures, pas assez, et surtout pas assez libres pour Hmm. penser. Ils étaient encore façonnés par le carcan de l'héritage judéo-chrétien et du patriarcat cisgenre, hétéronormé et tout ce que tu veux. Et qu'aujourd'hui, enfin, c'est en s'affranchissant de toutes ces normes-là, et en les détruisant, en les déconstruisant, là, c'est toute la question de la déconstruction, qu'on va pouvoir, seulement quand on aura déconstruit, qu'on peut reconstruire quelque chose de nouveau qui s'affranchit de toute réalité de la nature, de la société, etc., mais en fait qui n'est qu'une vérité psychologique. Et ça, c'est une espèce d'hubris euh, de notre génération qui est complètement folle et qui ne conduit qu'à son autodestruction, quoi. Hmm. Et Bien, dans, vas-y. ouais, dans le, alors là, ça part un petit peu aussi la voie pour de futures réflexions, mais c'est aussi une vision de l'histoire euh, qui devient, bah, si la société corrompt, l'histoire est vue comme une histoire de la corruption et de l'oppression de la nature humaine. Ouais, ouais, Et donc là, on en parlera quand on parlera de Marx, évidemment. ouais, Et puis il finit Truman avec l'idée d'autodétermination. Il dit, c'est l'idée que je suis libre lorsque je décide moi-même de ce qui me concerne, plutôt que d'être façonné par des influences extérieures. Il s'agit d'une norme de liberté qui va manifestement au-delà de ce qu'on appelait la liberté négative, où je suis libre de faire ce que je veux sans interférence d'autrui, parce que cela est compatible avec le fait d'être façonné par la société et ses lois de conformité. La liberté autodétermination exige que je me libère de toutes ces impositions extérieures et que je décide par moi-même. mm, Et il commente, si on supprime l'idée d'une nature humaine universelle, l'éthique sombre dans l'émotivisme ouais, subjectif qui, selon McIntyre, dont on a parlé, ouais, mm, caractérise notre époque actuelle. L'empathie en soi risque non seulement d'être un sentiment, mais de dégénérer en un sentimentalisme qui veut simplement que les autres soient heureux à leur manière et selon leurs propres conditions. mm, Et souvent, on en a aussi parlé, le sentimentalisme, c'est aussi le fait de se complaire dans un sentiment qui ne mène jamais à l'action. mm, Et donc, c'est le contraire de la vertu, puisque la vertu n'est pas juste un sentiment. La vertu, c'est un sentiment en action, ou une conviction en action. Et cette l'habitude morale. autodétermination et euh, cet émotivisme subjectif, cette liberté euh, individuelle, elle pousse en fait aussi à ne jamais se prononcer sur la morale de ce que les autres font et finalement de ne jamais les sortir de leur impasse, de leurs problèmes. Et finalement, C'est c'est ça. la négation même de l'empathie. C'est ça. Parce que tu ne dois pas les empêcher euh, de se sentir bien, finalement. Le bien-être psychologique est devenu la chose que tu dois préserver. Euh, et alors, tu vois, on se faisait la réflexion avec Marion euh, sur la chose en observant autour de nous beaucoup de parents avec leurs enfants euh, qui, en fait, n'osent pas discipliner leurs enfants, les corriger, les punir, etc.,
parce que en fait, ils veulent pas que leur enfant soit malheureux. Hmm. Et en fait, en germe, tu es là, Ouais, bien tu sûr. vois. L'idée, c'est qu'ils se sentent bien. Mais c'est terrible de faire ça à ton gamin. C'est terrible, en fait. Il doit se sentir mal pour le mal qu'il fait. Et c'est l'aimer, de le corriger pour lui faire prendre conscience que ce comportement est mauvais. Mais de ne pas oser, et de ne pas avoir le courage de corriger ton enfant parce que tu veux pas qu'il se sente mal, c'est quelque part valider son comportement. C'est lui dire que ce qu'il fait, est bien, en fait. Donc, c'est effectivement, c'est tout sauf de l'empathie, c'est tout sauf de l'éducation. Et je trouve que c'est quelque chose de dangereux. Et encore une fois, alors bien sûr, il y a quelque chose de. C'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il peut y avoir des fois de la flemme ou de la lâcheté de rentrer dans le conflit avec ses enfants et on veut laisser couler ou on est fatigué ou X ou Y raison. Mais je pense que le contexte culturel, si on reprend la question de la Sittlichkeit autour de nous, qu'on avait vu, qui va nourrir finalement cette dimension éthique, hein, de l'imaginaire social, du contexte culturel dans lequel on est, où en plus on voit tous les parents faire ça, mais je suis qui, moi, comme parent, pour corriger mon enfant, pour lui interdire ça, pour le punir de ci, etc., alors qu'il est malheureux, alors que tous les autres enfants, ils sont pas comme ça, tu vois. Et en fait, ça crée une pression, je pense aussi sur beaucoup de parents qui n'osent pas être sévères quand il le faut, corriger leurs enfants quand il le faut. Après, tu peux Ouais, avoir la même problématique dans l'église, tout à où en fait. fait, tu vas pas reprendre le frère, tu vas pas discipliner, tu vas pas faire ce qu'il faut parce que bah, tu veux pas que la personne se sente mal. Tu vois. Ouais. Et tu veux pas. Et derrière, il y a aussi. Enfin, souvent, on se cache derrière ce truc de ah, on veut pas qu'il soit mal, déjà qu'il y a un truc pété. Mais Mm. l'idée, on veut pas qu'ils nous en veulent. Ouais, c'est ça. Et c'est très égoïste aussi. On veut dire, on veut Non. pas se mettre dans la situation où l'autre potentiellement peut nous en vouloir. Mm. Donc voilà. Moi, je vois aussi d'autres exemples contemporains dans les histoires de détransition. Quand tu vois des trans qui sont allés parfois jusqu'aux opérations, hein, Mhm. donc qui sont devenus transsexuels, euh, et qui opèrent une détransition, euh, souvent, souvent, et c'est souvent les jeunes qui le disent, ce qu'ils disent, c'est comment on a pu me laisser faire ça. En fait, Ouais. comment on a pu, face à la folie de ce Mm. que c'est, face au coût, face à tout ce qu'on sait aussi sur, tu vois, les hormones, la construction de l'identité, etc. Comment on a pu non seulement me laisser faire, mais m'encourager dans cette voie-là qui est une folie. Et, et là, on se rend bien compte que ce qui est prôné comme étant de l'empathie et la vertu suprême de la tolérance, de non seulement d'accepter l'autre, mais aussi qu'il puisse s'accepter lui-même en allant jusqu'au bout de ce qu'il considère être le mieux pour lui, et en refusant non seulement toute norme objective, mais aussi tout commentaire personnel. C'est-à-dire, non seulement je lui dis pas que c'est mal de faire ça, mais je lui dis même pas que je pense que c'est mal de faire ça. Je lui dis juste, non seulement fais ce que tu veux et tu as raison. C'est-à-dire, il y a même pas de neutralité, etc. C'est un encouragement dans tout ce que la personne estime comme étant bonne pour elle. Et en fait, c'est l'inverse de l'empathie, c'est l'inverse de l'amour, puisque Mm. on laisse les autres se faire du mal en leur disant qu'ils font le bien. Et Mm. c'est diabolique, en fait. C'est C'est diabolique. diabolique. C'est le C'est mensonge. précisément ce que fait le diable. C'est, t'as Ouais. raison de faire ça. T'as Mm. raison. Tu fais exactement ce que tu veux. Et décider toi-même de ce qui est bien, c'est comme ça que tu vas atteindre, euh, que tu vas devenir un dieu, en fait. Tu vas atteindre Mm. l'état que tu recherches. Ouais, tout à fait. Et tu vois, je me dis, je me faisais une expérience de pensée. Ouf, Imagine, tu. fais attention avec ça. Ouais, ça peut Ça peut, partir. ça peut faire mal. Ça Ça peut peut mal faire mal. finir. Certains ont essayé, ça s'est plutôt mal fini. Euh, Ouais. tu vois, tu as quelqu'un qui, justement, tu fais partie de ce.
tu fais partie d'une asso LGBT, tu as trans en particulier, as fait ta transition et derrière, tu changes d'avis. Tu ne remets pas en question la théorie du genre et tout ça, mais tu fais, parce que comme c'est fluide, ton identité et qu'elle elle n'est jamais fixe, mais en fait, tu décides de détransitionner parce qu'en fait, tu te dis, ben, je suis en fait un homme dans un corps d'homme et en fait, je me retrouve comme homme dans un corps d'homme et je décide de revenir à ça et c'est comme ça que je me sens bien. Est-ce que les membres de tes amis de la communauté enfin, voilà, dans laquelle tu es vont t'encourager dans ce sens-là? Tu vois, si tu décides tu vois, d'aligner parce que l'idée, ce qui est mis en avant, c'est l'idée en fait de décorréler la question du genre et du sexe. Mais si tu dis Ah. non, en fait, moi, quand j'évolue, en fait, je trouve qu'il y a une plus grande harmonie et je me sens mieux en allant dans ce sens-là, est-ce que ça va être toléré justement et encouragé? On va dire, bah, si tu sens que c'est bien pour toi, on est à fond derrière toi. Je suppose que non. Je Hmm. suppose qu'au contraire, la personne dira, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, non, tu ne peux pas. Et en fait, derrière l'idée de cette idéologie-là, c'est que la nature n'a rien à dire et que par défaut, alors qu'il existe je ne sais plus à combien de types de genres on en est, il y en a qui disent qu'il y en a une vingtaine, d'autres qui disent qu'il y en a plus de 50. Et puis, c'est pas fini, hein, ça va, tu peux encore décliner autant que tu veux. Et puis, en plus, comme tu peux combiner plusieurs, c'est voilà, le fait que ton genre corresponde à ton sexe biologique, bah, par défaut, statistiquement, il y a de moins en moins de chances, quoi, tu vois. Et plus tu as de genre, plus tu as, tu vois. Et du coup, voilà, je me demande où ça peut conduire tout ça, quoi. Dans le mur. Oui, dans le mur. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais souligner, Mathieu? Bah, alors, pas du tout sur ce sujet-là, je referme le livre. Ouais. Mais on n'a pas dit encore. Si vous voulez discuter avec nous, profitez d'autres sources Oui. aussi qu'on poste. Rejoignez-nous sur notre Telegram. Le lien est en description. Telegram, euh, on a un groupe, un canal sur lequel on échange, on poste des ressources, des citations, des Mm. photos sérieuses et moins sérieuses, où vous pouvez aussi intervenir et commenter. Euh, Si vous avez aussi un témoignage à apporter, peut-être que vous-même, vous étiez trans, euh, ou peut-être même que vous vous considérez comme trans. Euh, je sais pas. Vous pourriez commenter sous cet épisode dans le groupe pour nous donner votre expérience. Peut-être que vous côtoyez des personnes trans, peut-être que vous côtoyez des personnes trans militantes. Et donc, voilà, sentez-vous libre de rebondir sur ce qu'a dit Raph en fin d'épisode. Aussi, il reste quelques places et c'est les derniers jours pour s'inscrire pour notre camp de formation biblique pour adultes à Teen Ranch qui aura lieu du 21 au 27 avril. Et donc à Teen Ranch, c'est dans quel département? La Haute-Loire. Haute-Loire. C'est à côté du Chambon-sur-Ligny. Voilà. Un cadre exceptionnel. Booba est des Hauts-de-Seine, Tinante est de Haute-Loire. Ouais, alors il y a plus de, il y a plus de verdure, n'est-ce pas? C'est ça. Le thème, c'est le salut Mm. accompli, appliqué et annoncé. Raph et moi, on aura la joie d'être accompagnés de Franck Segon qui nous parlera d'évangélisation. Et voilà, si vous voulez faire partie de l'aventure, il reste quelques jours pour vous inscrire. On mettra aussi le lien en description de l'épisode. Et voilà. Et voilà. En attendant, si vous voulez pas rater la suite, abonnez-vous, mettez 5 étoiles au podcast, mettez un pouce sur la vidéo YouTube. Ça nous aide à faire connaître notre travail. Et on vous dit à la semaine prochaine. Mais oui, Voilà, pour un autre épisode sur le modern self, où on abordera euh, la question de la poésie. Et là, je compte sur toi, Mathieu. C'est toi l'artiste de l'équipe.
Ouais. Bonne semaine. Ouais, salut Raph.